vraiment heureux, mes collègues et moi, de vous accueillir à cette consultation publique pour le plan d'urbanisme de la ville de Bécancour. D'entrée de jeu, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est des remerciements. Donc, des remerciements à l'ensemble de mes collègues du conseil municipal pour vraiment l'implication, l'engagement au cours de presque les 2 dernières années, parce que c'est des travaux, en fait, qui se sont amorcés à l'automne 2022. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on parle de plan d'urbanisme. Un plan d'urbanisme, c'est si important, ça représente vraiment une vision long terme, mais une vision aussi qui doit s'ancrer dans le présent. Donc, c'était pas un petit travail. Mais au contraire, on y a mis tout notre cœur, notre engagement, puis surtout tout notre amour pour notre ville. Des remerciements également pour toute l'équipe de la ville, en commençant par le directeur général, M. Grégory Géhoul, notre directrice générale adjointe, Maître Isabelle Auger-Saint-Yves, et évidemment, et en premier lieu, même j'aurais dû dire la grande famille du service d'urbanisme, en commençant par son directeur, M. Ghislain Barry, M. William Gélina, qui est également l'urbanisme du service. Donc, un grand, grand merci. Et finalement, ben, merci à Mme Isabelle Laterreur, qui ce soir fera vraiment la présentation du plan. Mme Laterreur est en fait urbaniste aussi, évidemment, mais de la boîte d'urbanisme qui nous a accompagnés tout au long du processus là, de refonte de notre plan. Donc, un grand merci, Madame Laterreur, pour votre collaboration tout au long de ce grand processus. Donc, je l'ai mentionné lorsqu'on a fait le dépôt du premier projet, lors du conseil de la séance régulière dernier. Oui, Bécancour, on est dans une croissance marquée. On est peut-être également à l'aube d'une croissance historique, mais une croissance qui est bien, bien installée depuis 2015. Donc, c'était vraiment important pour le conseil municipal de définir une vision en lien avec ce développement, cette croissance, des orientations très claires. Également, bien évidemment que cette croissance doit s'ancrer dans notre patrimoine qui est riche, autant au niveau acadien, agricole, industriel aussi, parce que notre développement depuis presque 60 ans maintenant est intimement lié aussi au parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, ça fait partie de notre ADN aussi. Puis, évidemment, bien, l'avenir de Bécancour, bien, ça se construit avec les humains qui habitent, résident sur le territoire de cette belle ville. Donc, c'est sûr que dans un plan d'urbanisme, comme il va être présenté ce soir, bien, l'humain est également au centre de tout ça. Puis, bien, le conseil municipal est très, très, très au fait que le prochain défi aussi, c'est l'adaptation au changement climatique, au verdissement aussi de notre municipalité, de notre ville. Donc, tout ça est également partie prenante de notre plan d'urbanisme qui va vous être présenté ce soir. Le plan d'urbanisme, je vous l'ai dit, c'est sur une longue période. Donc, il y a vraiment eu une période de consultation, de participation citoyenne. Ce soir, ça fait également partie d'une consultation citoyenne, mais qui est davantage légale parce que c'est prévu à tout le cheminement réglementaire. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de vous exprimer, d'émettre vos suggestions, recommandations avant qu'on puisse procéder à l'adoption du deuxième projet. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec Mme Laterreur pour la présentation. Merci. Merci beaucoup, Mme Allard. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Bonsoir à tous et merci d'être là pour cette présentation. Comme Mme la mairesse a mentionné, c'est une assemblée publique qui est prévue dans le cadre de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, dans le cadre de l'adoption du plan d'urbanisme par le Conseil, le Conseil est tenu de faire cette assemblée publique pour présenter le plan d'urbanisme. À main levée comme ça, qui savent qu'est-ce que c'est qu'un plan d'urbanisme?
Soyez pas gênés, là, c'est peut-être normal de ne pas savoir non plus, parce que c'est du jargon dans notre métier. Là. C'est ça, ce soir, c'est pour démystifier ça un peu, qu'on va vous présenter à la fois les contenus, mais aussi vous revenir un peu dès le départ sur c'est quoi un plan d'urbanisme. Donc, c'est un outil de planification qui sert à prévoir le développement de la ville au cours des 10, 15, 20 prochaines années. Il permet de guider la prise de décision du conseil municipal. C'est vraiment un document de planification. C'est un document qui, dans notre jargon, encore une fois, n'est pas applicable directement aux citoyens. Ça, c'est les règlements qui sont applicables directement aux citoyens. Les règlements vont être révisés aussi. Ça, c'est un autre processus là, qui est en cours présentement. Pour le plan d'urbanisme, c'est vraiment un guide qui nous permet, au quotidien, à mon avis, de voir si oui, on s'insère ou non dans la vision qu'on s'est donnée comme collectivité pour développer et aménager notre territoire. C'est à ça que ça sert un plan d'urbanisme. Et un plan d'urbanisme, ça a une valeur légale. C'est une obligation en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme que chaque municipalité ait un plan d'urbanisme ainsi que des règlements. Des règlements qui, eux, sont applicables directement aux citoyens. C'est aussi dans l'urbanisme un outil de communication parce que de nos jours, on les fait d'une façon où on peut justement que les gens comprennent les contenus, ça s'est illustré, on reconnaît le territoire, on le rend disponible sur les sites Internet. Donc, c'est aussi un outil de communication pour un conseil municipal de venir présenter clairement, vulgariser sa vision de l'aménagement et du développement du territoire. C'est un outil de planification qui est construit avec une participation citoyenne. La participation citoyenne, pour faire un plan d'urbanisme, ce n'est pas obligatoire dans le cadre de la loi, mais de nos jours, ça fait vraiment partie des pratiques. C'est ce que la plupart des conseils municipaux vont faire, c'est qu'avant même de tenir l'Assemblée de ce soir, il y a des consultations qui sont faites pour savoir ce que les gens pensent, pour inclure les préoccupations, pour y répondre. Donc, en gros, c'est ça, un plan d'urbanisme, c'est un outil de planification légale, un outil de communication, c'est un grand guide, dans le fond, à la prise de décision. Et c'est constitué de plusieurs éléments. Il y a des contenus qui ne sont pas obligatoires, des contenus qui sont obligatoires. Ce soir, ce qu'on va regarder, c'est beaucoup les contenus obligatoires. Mais on va aussi voir quelle est la vision de développement, la vision collective et les valeurs que la ville souhaite adopter dans le cadre de son plan. On a dans les plans d'urbanisme aussi toujours avec la vision des orientations, des objectifs à atteindre et des actions. On va regarder tout ça ensemble, plus tous les contenus obligatoires, là, des affectations du sol, les contraintes qu'il faut qu'on tienne compte dans le travail qu'on fait là, au niveau du service d'urbanisme, par exemple, quand on a à analyser les demandes de projet. Donc, pour ce qui est de la vision, c'est une ville unie, propulsée par ses milieux de vie attrayants, inspirants et dynamiques, qui s'investit pleinement dans une croissance humaine et durable, tout en mettant en valeur son passé et en développant tout le potentiel de sa communauté. Une vision, c'est normal que ça soit large comme ça, parce que c'est un appel, hein, on se projette là, dans les 10 à 15 prochaines années, c'est ça qu'on voudrait atteindre. C'est un grand énoncé. Il est supporté par 3 valeurs. 3 valeurs qui sont importantes, le développement durable, donc de faire une ville verte, humaine et innovante. Donc, de créer aussi, comme deuxième valeur, des lieux de vie inspirants, une ville où la qualité de vie est source de fierté et d'appartenance, et basée sur une communauté dynamique, une ville qui appuie son développement sur l'expérience et l'engagement citoyen. Donc, une grande vision, 3 valeurs. Pour commencer, le plan d'urbanisme aussi, c'est une petite parenthèse que je fais. Dans notre pratique, on a l'habitude de commencer par des grandes descriptions du territoire. On fait un portrait du milieu. On présente toutes sortes de statistiques. Là, dans le plan d'urbanisme de la ville de Bécancour, on commence tout de suite avec cette vision-là, ces valeurs-là, pour bien les mettre de l'avant dès le départ dans cette petite planification-là. Maintenant, le contexte de planification, pour revenir un petit peu sur la démarche qui conduit à l'élaboration du plan d'urbanisme. La dernière refonte date de 1991. Là, ça fait longtemps, c'est vrai. Donc, il y avait vraiment la nécessité à venir mettre à jour le plan d'urbanisme et règlement en conformité au schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, c'est l'outil de planification, mais à l'échelle régionale. C'est la MRC, la municipalité régionale de comté, qui, elle, le gère, l'applique.
Donc, il y a dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme une obligation de conformité entre les différents paliers de décision. Les différents paliers de décision, c'est le gouvernement, avec ses orientations gouvernementales. C'est les MRC, qui ont leur schéma d'aménagement à l'échelle régionale. Puis, le dernier palier, non le moins, c'est les municipalités à l'échelle locale, qui ont leur plan d'urbanisme et leur règlement. Et les trois paliers, en même temps, je vous fais du discours 101 d'urbanisme, ces trois paliers-là doivent être cohérents les uns avec les autres. Si le gouvernement nous dit de protéger la zone agricole, par exemple, bien, il faut que la MRC la protège, il faut que les municipalités la protègent. Si le gouvernement dit attention à nos zones inondables, il faut que la MRC fasse ce qui est exigé par le gouvernement et les municipalités aussi. Donc, avec ce grand principe de conformité, qui est un principe dans la loi, inscrit dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on doit avoir des outils, plans d'urbanisme et règlements, qui sont conformes au schéma. Bon, je ferme la parenthèse. La dernière refonte, ça veut dire qu'il y avait des choses à mettre en conformité avec le schéma, parce que le schéma avait été révisé entre 1991 et 2022. Donc, le plan d'urbanisme, sa révision a été amorcée en 2022, comme on l'a mentionné tantôt. En avril dernier, il y a eu l'adoption du projet de règlement. Et dans le processus qui est normal, l'adoption des documents de planification prévus par la loi, on a l'Assemblée publique de consultation aujourd'hui pour adoption finale en juin prochain Conseil municipal. On parlait aussi tantôt d'une démarche participative qui n'est pas obligatoire dans le cadre de la loi, qui est très, très utile à faire un plan d'urbanisme qui, justement, est mieux ancré dans son territoire et qui répond mieux aux préoccupations des gens. Donc, voici les différentes étapes de démarche participative. Les travaux ont été amorcés à l'automne 2022. En avril 2023, il y a eu un atelier de discussion avec les élus et les représentants des différents services municipaux qu'on a aimé, moi et mon équipe, là, pour parler de c'est quoi les enjeux, c'est quoi les potentiels du territoire, qu'est-ce qu'on devrait tenir compte dans notre travail pour les accompagner dans la rédaction du plan d'urbanisme. Ensuite, en mai 2023, il y a eu 3 consultations publiques qui se sont tenues dans une même journée où on a fait une tournée du territoire, comme ça qu'on l'avait appelé, des différents secteurs de la ville. Donc, il y a eu des kiosques qui se sont tenus ici, lors de la distribution des arbres, à Gentilly, à Sainte-Gertrude, puis à Saint-Grégoire, hein, c'est ça. On est allé à la rencontre des gens, on a parlé avec 85 personnes on avait un exercice à leur faire faire pour récupérer les préoccupations et tout. À l'été 2023, il y a eu une démarche faite avec Vivre en ville par le conseil municipal pour alimenter leur vision, justement, la vision collective et les valeurs qui se retrouvent dans le plan d'urbanisme. Ça a conduit aussi à l'élaboration de la charte pour une croissance humaine et durable qui a été adoptée l'année passée par le conseil. Et à l'automne 2023, il y a eu une autre participation publique sous la forme d'un sondage numérique évalué, 257 répondants. À cette étape-ci, on était rendu avec des contenus, vision, orientation, objectif, quelques actions. C'est ça qui avait été soumis pour la population pour avoir leurs commentaires et pouvoir peaufiner ces contenus-là. Dans un plan d'urbanisme, on trouve aussi plusieurs documents qui sont complémentaires. En fait, ils ne sont pas requis par la loi, mais ce sont tous des documents de planification qui sont très utiles à étudier, analyser, à tenir compte quand on fait un plan d'urbanisme. Donc, en premier lieu, la charte pour une croissance humaine et durable, justement, plan stratégique de développement durable de la ville, politique de développement durable, plan directeur des parcs et espaces verts, plan directeur des pistes cyclables, politique des aînés, politique familiale. Donc, à travers ces documents-là, on retrouve des intentions d'aménagement, de développement du territoire qui sont importantes, puis le plan d'urbanisme, les éléments de ces documents-là comme ayant été pris en compte dans le processus d'élaboration du plan d'urbanisme. Donc, quelques petites données sur le territoire en bref, caractéristiques et enjeux. Puis le plan d'urbanisme présente des données. Il y en a quelques-unes dans le plan d'urbanisme, mais il y en a beaucoup aussi en annexe du plan d'urbanisme. Dans notre travail d'élaboration d'un plan d'urbanisme, c'est important de connaître les territoires, donc on fait des portraits du territoire. Mais dans le plan d'urbanisme, on vient les synthétiser pour allumer les éléments qui sont les plus importants
dans notre réflexion, qui ont contribué, dans le fond, à l'élaboration des contenus de planification. Donc, on fait un petit retour en arrière. La ville et le parc industriel et portuaire. Dans le plan d'urbanisme, on fait un retour historique sur l'évolution du territoire. Et la ville est issue d'une fusion de 11 municipalités en 1965, 1968, création du parc industriel et portuaire de Bécancour, et diverses phases de développement. Puis comme Mme la mairesse le mentionnait tantôt, on est à l'aube d'une croissance, d'une forte croissance suite au développement récent dans le bord de parc industriel et portuaire de Bécancour. Constat démographique, en 2024, population de 14 437, ce sont les données du décret gouvernemental, âge médian de 44 ans, une augmentation de la population de 12 depuis 2015, donc déjà en situation de croissance de la population. Puis des projections à court terme, 2027. Pourquoi à court terme? C'est parce qu'avec le développement de filière batterie, l'arrivée de travailleurs, l'arrivée importante de travailleurs, on a fait des projections plus rapprochées que qu'est-ce qu'on fait actuellement dans un plan d'urbanisme où on se projette un petit peu plus longtemps. Parce que, évidemment, il va y avoir des changements à court terme qui vont arriver. Les projections de l'Institut de la statistique du Québec, qui fait des projections de population et de ménage là, sur 20 ans, par exemple, de 2020 à 2041, vont largement être dépassés parce que ce genre de statistiques-là ne prend pas en compte des décisions récentes de développement auxquelles vous faites face. En fait. Donc, c'est des calculs qu'on a dû faire à partir de prévisions d'investissement Québec, combien d'emplois risquent d'aller créer avec tout ce développement-là, 4 800 emplois, équivalents directs, indirects et induits. Et donc, s'il y a un 50 de ces emplois-là dont les travailleurs décident de vivre à Bécancour, qu'on rapporte ça à 2,2 personnes par ménage. Un ménage, c'est un groupe de personnes qui habitent dans une même unité de logement, dans une même maison, mettons. Mais là, ça nous donnait là, un nombre total de population possible d'ici 3 ans, 17 800. Et un nombre aussi possible de nouveaux logements. Donc, 2400. Ce sont des estimations. Puis quand on fait ce genre de travail-là, on parle d'hypothèses. On joue avec des statistiques. Puis on essaie de coller ça le plus possible à la réalité. C'est pour guider la réflexion et les actions dans le temps. Donc, d'autres constats démographiques, 76 des logements sont des maisons unifamiliales isolées. Le lieu de résidence des personnes qui travaillent sur le territoire de la ville de Bécancour est majoritairement Trois-Rivières avec 36 et celui de Bécancour avec 33 Puis là, c'est ça, la rétention espérée de 50 des travailleurs de la filière batterie à Bécancour. Quand on sait qu'on a déjà un bon pourcentage là, c'est ça qu'on peut augmenter un peu le pourcentage de rétention. Là, ça reste réaliste. Potentiel de développement par secteur. Donc, la ville de Bécancour est formée et composée de 6 secteurs. Gentilly, Bécancour, Saint-Angèle de Laval, Saint-Grégoire, Précieux-Sang, Sainte-Gertrude. Chacun ont des potentiels de développement différents. Dans le plan d'urbanisme, on vient le situer. Pour Gentilly, c'est le plus grand potentiel de développement résidentiel à court terme. Et il y a déjà dans le périmètre urbain. Le périmètre urbain, ce sont des limites à l'intérieur desquelles le développement urbain est possible. À l'extérieur du périmètre urbain, on est en zone agricole. Habituellement, on ne peut pas. En fait, on ne peut pas développer à l'extérieur du périmètre urbain, à moins qu'il y ait encore une zone blanche. Pour dire ça dans d'autres mots, on a la zone verte qui est le territoire agricole. On a la zone blanche qui est le territoire non agricole dans lequel on peut développer. Puis on a des limites de périmètre urbain qui habituellement collent aux limites de la zone blanche. Des fois, ça dépasse un petit peu les limites du périmètre urbain. C'est le cas chez vous. Donc je vais vous le montrer tantôt sur les plans, d'ailleurs à Saint-Angèle. Donc, Gentilly, à l'intérieur du périmètre urbain, c'est le plus grand potentiel de développement résidentiel à court terme. À Bécancour, la totalité des espaces vacants disponibles au développement résidentiel sera développée cette année, l'année prochaine. Il reste peu d'espace en zone développable à l'intérieur du périmètre urbain de Bécancour. Ça, c'est une autre de vos particularités comme ville. Vous avez plusieurs périmètres urbains. D'habitude, on a un territoire là, avec un périmètre urbain et la zone agricole, et vous avez un très grand territoire pour c'est dans les municipalités qui a la plus grande superficie, hein, et vous êtes composé de plusieurs périmètres urbains. C'est une particularité. Donc, à Bécancour, c'est la situation pour Saint-Angèle de Laval.
Le périmètre urbain principal de ce secteur, ainsi que le plateau Laval, plus particulièrement, il présente un fort potentiel de développement résidentiel à moyen et long terme. Donc, c'est là qu'il se retrouve le plus de superficie en zone blanche en périmètre urbain. À Saint-Grégoire, potentiel de développement résidentiel concentré dans le périmètre urbain principal, qui correspond au village. Une bonne partie de ces espaces seront construits en 2024 et 2025. Puis il y a aussi un potentiel de développement, de consolidation des zones commerciales et industrielles en bordure de l'autoroute 55. Donc, Saint-Grégoire, le périmètre urbain principal, c'est le village, puis le secondaire, c'est Godefroy, pour vous situer. Précieux-Sang, entièrement construit et bien consolidé déjà à l'intérieur du périmètre urbain, il reste peu de terrain disponible. Puis à Sainte-Gertrude, le secteur possède des espaces vacants disponibles au développement résidentiel, puis aussi au niveau de l'usage industriel léger. Vous voyez, c'est différent d'un secteur à l'autre, les potentiels de développement. On a fait des calculs dans le temps d'urbanisme pour se projeter un petit peu plus loin dans le temps, sur 10 ans, à partir des espaces disponibles. Quand on fait ça, on calcule à l'intérieur des périmètres urbains combien il y a de superficie résidentielle vacante. Puis, on attribue une densité, on calcule le nombre de logements possibles à l'hectare. Bon, ça, encore une fois, c'est nos jargons. Mais en gros, qu'est-ce que ça donne? C'est que ça nous permet de voir, il y a de l'espace ou pas? À l'intérieur du périmètre urbain. Et puis, si on regarde la tendance d'évolution des populations et des ménages chez vous, donc on compare les deux, on se demande combien de temps à avoir de l'espace disponible à l'intérieur des périmètres urbains. C'est ce genre d'analyse-là qu'on fait pour pouvoir suivre le développement dans le temps. Donc, quand on fait ces calculs-là, pour Gentilly, on a 1011 unités de logement. Unité de logement, là, quand je dis logement, ce n'est pas un bâtiment. C'est un bâtiment pour avoir plusieurs logements. Mettons un duplex, il y a 2 logements dedans. Triplex, il y a 3 logements dedans. Une maison familiale, c'est 1 logement. Fait que je préfère dire unité de logement, comme ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. C'est pas un bâtiment forcément. Là. Une maison familiale, c'est un logement. C'est un bâtiment, un logement, mais sinon, on a plein d'autres cas de figure. Donc, là, c'est des unités de logement. Gentilly, 1011, possible avec des espaces disponibles. À Bécancour, 395, ça inclut une partie en zone blanche et à l'extérieur du périmètre urbain. À Saint-Angèle, 551, même chose. Il y en a à l'intérieur du périmètre urbain, un peu à l'extérieur, mais toujours en zone blanche. Plateau Laval, 3800 unités de logement, beaucoup en zone blanche hors périmètre urbain. Ensuite, Saint-Grégoire, 570. On est en périmètre urbain. Seigneurie-Godefroy, 165 aussi. Précieux-Sang, 10. Sainte-Gertrude, 199. Donc, les calculs qu'on a faits, on s'est appuyé aussi sur les densités actuelles. Donc, on regarde actuellement, il y a combien de logements à l'hectare. Pour s'approcher de ces densités-là, pour ne pas proposer des densités qui seraient trop élevées et qui amèneraient des constructions qui ne s'intégreraient pas bien dans le paysage. Fait qu'on se colle aux densités actuelles, puis on regarde pour les ajuster un peu à la hausse, ça peut permettre de maximiser les espaces disponibles. C'est important parce que, avec les nouvelles orientations gouvernementales, vous vous souvenez, je vous ai parlé des 3 niveaux de palier de décision. On va avoir des nouvelles orientations gouvernementales en 2024. Les dernières que nous avons vues datent de 1994. Le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être très restrictif de venir modifier les limites de périmètre urbain pour une municipalité. Donc, aller modifier les limites de périmètre urbain pour construire en zone agricole, il y a des bonnes chances que ça va prendre des très, très, très bonnes raisons. C'est déjà difficile présentement, mais ça va être encore plus difficile. Donc, pour ça, c'est important de s'assurer de maximiser les espaces disponibles à l'intérieur des limites que vous pouvez. Et c'est l'exercice qu'on a fait pour s'assurer d'aller chercher plus de logements et une densité actuelle pour être capable d'accueillir plus de gens plus longtemps. Orientation et objectifs. Donc là, on a terminé plus le contexte. C'est tous des calculs et des données qu'on a besoin pour ensuite vous proposer des orientations et des objectifs. Dans le plan d'urbanisme, il y a une orientation générale qui concerne l'ensemble du territoire. Mettre en valeur l'identité des camps courroises, des privilégiés, une croissance humaine et durable qui contribue à la création de milieux de vie de qualité et inspirants. Et elle est accompagnée de 6 objectifs d'aménagement, qui ont chacun leur thématique
Chaque objectif couvre une thématique différente. La première, c'est créer des milieux de vie vivants, mixtes et diversifiés. Milieu de vie, on parle d'habitation, mais pas juste d'habitation. Si on a beaucoup de gens qui habitent à un endroit, ça se fait qu'il y a besoin de services, de commerce de proximité, de parcs espaces verts. Donc, c'est la création d'un milieu de vie qui est complet, puis qui va être vivant, diversifié, etc. Le deuxième objectif, c'est planifier un développement plus vert, résilient au changement climatique et à l'environnement. Comme mentionné en introduction, c'est une préoccupation importante du Conseil. Ça a été mis de l'avant dès le deuxième objectif dans le plan d'urbanisme pour s'assurer que dans le temps, les décisions soient prises pour travailler dans ce sens-là au maximum. Troisième objectif, c'est rendre la mobilité durable plus accessible et sécuritaire. Là, la mobilité, c'est large, il y a plusieurs usagers. Oui, il y a l'automobilisme, mais il y a aussi la mobilité active, qu'on appelle, donc piétons, cyclistes. C'est dans cet objectif-là qu'on traite de l'ensemble des mobilités. On veut qu'elles soient accessibles, qu'elles soient sécuritaires. Quatrième objectif, c'est de mettre en valeur le patrimoine et les attraits du territoire. Le patrimoine sous toutes ses formes, attraits du territoire, ce que la richesse des lieux. Cinquième objectif, c'est de favoriser une agriculture dynamique et de proximité. C'est un objectif qui est important parce qu'en conformité au schéma d'aménagement, il faut qu'on parle de la zone agricole dans le plan d'urbanisme de manière cohérente avec le schéma. Et 6, c'est de bonifier les services publics à la population. Donc, un objectif qui vise spécifiquement les services que la ville offre. Concept d'organisation spatiale. Un concept d'organisation spatiale, c'est un plan qui vient spatialiser, mettre cette représentation visuelle des intentions de développement et d'aménagement qui concernent l'ensemble du territoire. Donc, on essaie, pour ce qui est possible, de venir localiser sur un plan, de représenter les grandes intentions d'aménagement et de développement. Quelques faits saillants dans les principaux éléments. Alors ça, je vais vous montrer le plan. Le premier, c'est mieux interrelier les différents secteurs entre eux, principalement par le réseau cyclable. Ensuite, revitaliser des moyens villageois et mettre en valeur le patrimoine bâti. Tout ce qui est cours d'eau et fleuves, d'assurer une plus grande accessibilité. Cours d'eau, je parle des rivières. Et l'intention de consolidation des périmètres urbains. Consolidation des périmètres urbains, encore une fois, c'est en conformité au schéma d'aménagement, parce que le schéma de la MRC va demander à ces municipalités de venir consolider leur périmètre urbain, c'est important pour en même temps venir préserver la zone agricole. On a à l'écran, peut-être que vous voyez un peu plus petit, hein? je vais vous l'expliquer. Ou peut-être qu'on peut zoomer si on est capable, là, puis la légende, moi je l'avais devant les yeux, on va pouvoir comme ça. Donc, sur ce plan, on voit par exemple les aménagements d'accès aux cours d'eau et aux fleuves, les principaux là, qui sont peut-être existants, mais qui pourraient être bonifiés, d'autres à créer. On voit aussi les vagues projetées. Le trait en bleu, c'est l'idée d'être une identité bécancourboise unie, connectée, propulsée. On a aussi conformité au schéma la mise en valeur paysagère de la route 132. Ça, c'est la route 132, c'est un vieux tracé, c'est un tracé de développement du territoire ancien. Puis le schéma l'identifie comme étant un lieu où il faut préserver la valeur paysagère. Donc, ça se retrouve sur le plan concept. On a aussi la revitalisation des moyens villageois, la consolidation des périmètres urbains, comme mentionné, conservation des milieux naturels, mise en valeur de la zone agricole, consolidation des activités industrielles. Donc, tous ces éléments-là, c'est ici en provenance du schéma d'aménagement. Vocation, il y a des secteurs. Il y en a quelques-uns là-dedans qui sortent aussi dans le schéma d'aménagement puis qu'on a reconduit par conformité au plan d'urbanisme. Par exemple, Mont-Saint-Angèle, pôle éco-touristique à rayonnement régional. Quand je dis vocation, c'est une vocation principale. On sait qu'il y a beaucoup plus que ça qui fait la vie, le lieu de vie de Saint-Angèle, de Saint-Gertrude, de Précieux-Sang, mais ça, c'est comme la vocation principale, le principal chapeau. Là. Donc, des fois, on fait des petits raccourcis comme ça, là, dans les schémas et dans les plans d'urbanisme. C'est pour vraiment rendre clair les intentions. Donc, à Saint-Angèle, de Laval, pour le écotouristique à rayonnement régional. Ensuite, avec en cours centre historique, parce que c'est le plus vieux des secteurs dans l'histoire du développement de la ville. Centre historique, industriel et de dessert en service public. À Gentilly, le pôle supralocal des services avec potentiel touristique et événementiel.
Ensuite, à Saint-Grégoire, le pôle économique supra-régional. Donc, il y a vraiment un rayonnement plus large, dû aussi à sa proximité avec l'autoroute 55. Ensuite, précieux-sang, milieu de vie, agriculture, dynamique et de proximité, potentiel écotouristique. Et Sainte-Gertrude, milieu de vie, activité agricole, industrie légère et fort potentiel écotouristique. Puis vous voyez aussi là, tache orange, là, près de Saint-Angèle. Ça, c'est justement un secteur qui est en zone blanche. Donc, qui est hors périmètre urbain, mais qui est en zone blanche. Et dans le plan d'urbanisme, il y a l'intention de développement futur, mais de créer un milieu de vie autour de l'école en construction, puis de prévoir aussi dans le futur des commerces et services de proximité, parce que si on vient ajouter beaucoup de logements, ça va prendre aussi des services en soutien. Ça a été identifié dans le plan d'urbanisme parce que c'est présenté comme étant un développement futur à planifier, mais dans le schéma d'aménagement, présentement, ce n'est pas possible de le faire. Fait que c'est des fois, dans un plan d'urbanisme, on se projette très loin à l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de tout faire ces choses-là tout de suite, à l'immédiat. Mais c'est important de le planifier parce que c'est là que le futur du développement va se faire. Les affectations du sol. On va les ouvrir un petit peu. C'est quoi l'affectation du sol? C'est, encore une fois, ça nous provient du schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement pour l'ensemble de la MRC vient dire où est dans la zone agricole, l'affectation agricole qui vient avec, où sont les périmètres urbains dans lesquels on peut avoir plus d'usages, mixité d'usages plus grande. Donc, c'est les grandes affectations qui viennent refléter la vision d'aménagement du territoire et expriment la vocation dominante souhaitée, ainsi que les usages complémentaires autorisés sous chacune des grandes affectations. C'est quelque chose d'assez technique, mais nous, dans notre travail, qu'est-ce qu'on fait habituellement? Pour que ça soit cohérent, qu'est-ce qu'il y a dans le schéma au niveau des affectations, que ça se retrouve dans le plan d'urbanisme, au niveau des affectations aussi, et tout ce qu'il va y avoir dans le plan d'urbanisme avec les affectations pour les usages complémentaires à chacune des affectations, ça va se refléter dans le plan de zonage. Le plan de zonage avec le règlement de zonage. Tout ça là, est cohérent pour que ça soit attaché les uns avec les autres. Vous avez le plan maintenant à l'écran où on voit les différentes affectations. Donc, en vert pâle, vert foncé, vert encore un peu plus foncé, c'est des affectations agricoles, agroforestières, forestières. On est en zone agricole. On a aussi l'affectation de conservation, des lieux qui sont visés comme étant des lieux de conservation là, au schéma d'aménagement, que ça se retrouve dans le plan d'urbanisme. On a aussi l'affectation phonique qui sont les sites utilisés au potentiel pour assurer un renouvellement des espèces, protection aussi là, des ressources. Récréatif, ça concerne deux endroits en orange. C'est le terrain de golf d'Autrefoy, puis le parc d'Argentier. Ça, c'est récréatif à l'échelle régionale. Ça se retrouve dans notre plan d'urbanisme. On a aussi des espaces de villégiature, par exemple en bordure du fleuve. Sur votre plan, c'est à gauche là, de Saint-Grégoire. Industriel lourd, industriel léger. Lourd pour le parc industriel portuaire, léger pour les autres parcs industriels plus locaux, là, je dirais, là, sur notre territoire. On a des affectations rurales 1, rurales 2. En rural 1, on est toujours en zone agricole. Et ça, c'est une particularité dans le schéma. Puis en rural 2, on est en zone blanche. Ça, c'est le secteur du plateau de la Valle que je vous montrais tantôt. Et on a nos affectations urbaines. Urbaine 1, urbaine 2. Affectation urbaine 1, c'est les périmètres urbains principaux que je parlais plus tôt. Puis le urbain 2, c'est les périmètres urbains secondaires. Par exemple, Saint-Grégoire-Village, périmètre urbain principal. Puis le Godefroy, c'est le périmètre urbain secondaire. Vous avez beaucoup de particularités à ce niveau-là, sur votre territoire. Des choses qu'on ne voit pas toujours dans le des périmètres urbains principaux et secondaires. Donc, voilà pour les affectations du sol. Ça, c'est des contenus obligatoires, puis ils proviennent du schéma. Pour les composantes, contraintes du territoire d'intérêt, on n'aime pas trop ça parler de contraintes naturelles. On a mieux utiliser le terme composantes naturelles de nos jours parce que c'est des composantes avec lesquelles il faut tenir compte dans la planification territoriale. Donc, les zones inondables, les bandes riveraines, les zones à risque de glissement de terrain, les milieux humides. Ce sont tous des éléments qu'on doit tenir compte. Puis on a des
On a des règlements provinciaux qui nous disent quoi faire à certains égards. Il y a le schéma d'aménagement aussi. Donc, la municipalité doit en tenir compte. Ça se retrouve dans son plan d'urbanisme, avec un plan, justement, qui vient localiser tous ces éléments-là. Contraintes anthropiques et infrastructures, ça aussi, c'est important que ça se retrouve dans un plan d'urbanisme, on tenait compte dans la planification du territoire. Puis à ces éléments-là s'ajoutent les îlots de chaleur urbains, ça, et les espaces minéralisés. C'est une nouveauté de la loi depuis quelques années. C'est le projet de loi 69 qui vient obliger les villes, les municipalités de toute taille à identifier dans leur plan d'urbanisme les espaces minéralisés qui pourraient créer ces effets d'îlots de chaleur urbains. Dans les grands centres urbains, c'est une vraie problématique, là, dans le sens que d'avoir une résidence personne âgée à côté d'un îlot de chaleur, c'est très, très chaud en été, chaleur ardente, tout ça, c'est quelque chose qu'on doit tenir compte dans notre planification comme urbaniste, comme ménagiste, d'éviter de faire ce genre de situation-là ou du moins de les identifier et de verdir. Avec la loi, c'est vraiment le législateur qui demande aux villes d'identifier ces espaces-là et de prévoir des mesures s'il y en a. Et que c'est une relative nouveauté, ben, je ne sais pas encore comment exactement ça va évoluer tout ça, mais on trouve que c'est quand même une belle avancée là, en tant qu'urbaniste de pouvoir justement, par cet angle-là, venir mieux verdir nos villes. Si on a des espaces qui sont minéralisés, ça veut dire aussi qui sont imperméables, donc l'eau ne percole pas, ça fait du ruissellement, etc. Si on passe au plan, je vais vous montrer quel genre d'éléments ça contient, ce genre de contraintes anthropiques et infrastructures. On vient localiser les réseaux potables, les lieux actuels d'élimination de déchets, les lieux anciens aussi. La centrale nucléaire devait être localisée sur le plan en conformité au schéma. Les terrains contaminés aussi, ça, c'est des listes là, que le gouvernement a la donnée ouverte, qu'il faut qu'on vienne localiser pour tenir compte dans le développement futur. Projet de transformation, site d'extraction, le réseau routier et sa hiérarchie supérieure locale, le réseau ferroviaire aussi, le sentier de quad et de motoneige, ça peut créer parfois des nuisances, gazoduc, ligne de tension, de haute tension, nuisances sonores, ça aussi, ça vient du schéma, c'est par exemple le long de l'autoroute 30 ou du chemin ferroviaire, je pense qu'il y a des bandes là, de protection sonore pour le bruit. Là. Et industriel lourd qui correspond là, grosso modo au parc industriel portuaire. Vous voyez, juste en dernier, variation de température, chaud, très chaud. Ça, c'est de la donnée qui provient de l'Institut de santé publique du Québec. Ils ont cartographié l'ensemble des municipalités. C'est de la donnée qui est sortie l'année passée à l'automne. Puis, ça nous permet, là, pour toute taille de municipalité, de voir où il y a des secteurs qui sont plus chauds en été, qui deviennent chauds, très chauds, donc c'est susceptible que ce soit des îlots de chaleur. C'est l'indicateur. C'est pour ça que ça se retrouve sur le plan. On a aussi, dans le plan d'urbanisme, les territoires d'intérêt. Encore une fois, c'est des contenus qui proviennent du schéma d'aménagement. Et puis, le schéma d'aménagement les classe en 3 catégories: patrimoine naturel, phonique et floristique, le patrimoine historique et le patrimoine industriel, maritime et scientifique. On peut aller au plan, je vais vous les énumérer. Qu'est-ce que ça contient? Par exemple, dans le patrimoine historique, les ponts, le pont des Raymond comme le pont couvert, à Précessant, silo orthogonal aussi, Précessant, moulin avant Saint-Grégoire, moulin Michel, cimetière Saint-Édouard des Gentilly, plus précisément, mais sinon, l'ensemble des noyaux institutionnels, des noyaux villageois sont représentés sur ce plan-là comme étant des territoires d'intérêt. Les calvaires, les croix-chemins, les entre-routes et les chemins anciens. Donc, ça, c'est vraiment la nature là, qui représente là, votre histoire du développement de votre territoire, c'est vraiment les principaux là, qui se retrouvent dans cette catégorie-là, patrimoine historique. Il y a aussi patrimoine industriel, maritime et scientifique, la centrale nucléaire qui est dans le schéma, qui est reconduit dans votre plan. Donc, elle se trouve à la fois dans les contraintes anthropiques et aussi territoire d'intérêt, parce que c'est sur le plan scientifique certaines valeurs. Ensuite, le musée de la biodiversité du Québec, puis de Saint-Angèle-de-Laval. Parc industriel aussi, ça vient du schéma, c'est pour ça qu'il se retrouve dans votre plan territoire d'intérêt. Au patrimoine naturel, phonique et floristique,
On a la Petite Floride, milieu naturel. Il y a plusieurs milieux naturels comme près du lac, le nom m'échappe. C'était pas ça. Donc, vous les voyez en vert, ils sont planés sur le plan. Coteau-Sainte-Gertrude, puis l'élément géographique d'intérêt. Et évidemment, tout ce qui est hydrographique, fleuve, rivière, lac. Ça permet de regrouper à un endroit l'ensemble de vos éléments d'intérêt, tout en étant en conformité avec le schéma d'aménagement. On est rendu à la dernière partie, on va, juste à la présentation, là, on va remettre le micro sur le pied, on pourra prendre vos questions. Plan d'action et cible. Tout plan d'urbanisme se termine avec un plan d'action. Plan d'action qui reprend orientation, objectif, action. Une nouveauté de l'année dernière avec le projet de loi 16, c'est encore une fois, le législateur est très actif dans les dernières années. Là, il nous oblige les choses en aménagement du territoire. Il demande aux villes d'identifier des cibles à atteindre, des cibles qui permettent de mesurer l'atteinte des objectifs dans leur plan d'urbanisme. Donc, vous avez ce nouveau élément-là. Ça ajoute au plan d'action. Puis pour vous en faire une présentation plus simplifiée, dans le fond, rester au niveau plus des grandes intentions. Vous avez ici les objectifs et les actions, et en parenthèse, le nombre de cibles qui se retrouvent rattachées à chaque action. Donc là, les cibles sont souvent plus précis, dans le fond. Là. Et ça, si vous avez des questions à ce niveau-là, on pourra y revenir à la période des questions. Le premier objectif que je vous présentais tantôt, créer des milieux de vie vivants, mixtes et diversifiés. Et on a 5 actions. La première action, c'est favoriser la diversification des types de logements pour répondre aux besoins d'une clientèle variée, avec 6 cibles qui permettent de voir l'atteinte de l'action. La deuxième action, c'est favoriser l'identification stratégique. C'est quoi l'identification stratégique? Dans les cibles, comment c'est amené? C'est une densification douce, une densification intégrée. Densification, c'est un grand mot. Des fois, il faut dire qu'on vient optimiser le territoire, ajouter des logements, mais on peut acheter des logements tout en étant intégré au paysage. C'est une intention du plan d'urbanisation. La troisième action, c'est assurer une cohabitation harmonieuse entre les différents usages, résidentiels, commerciaux, industriels. Le gros de l'atteinte de cette action-là se passe par le plan de zonage qui prévoit déjà, qui va être révisé là, pour, entre autres, s'assurer de cette cohabitation harmonieuse. La quatrième action, c'est assurer une desserte commerciale et services de proximité accompagnant le développement futur. Comme je mentionnais, s'il y a beaucoup de logements qui s'ajoutent, ça veut dire aussi prévoir une desserte commerciale et de services de proximité pour répondre aux besoins moins grandissants. Et ça veut dire la même chose par rapport au parc espace vert. Donc, c'est ça la dernière action, bonifier la desserte existante en parc espace vert et planifier celle des nouveaux quartiers. Ça pour le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est planifier un développement plus vert, résilient au changement climatique et à l'environnement. Encadrer l'abattage et exiger la plantation d'arbres. C'est sûr que pour faire face au changement climatique, être plus résilient, la lutte et l'adaptation, ben ça passe beaucoup par le divertissement. C'est ça que vous allez retrouver dans cet objectif-là. Verdir les infrastructures pour une meilleure gestion des eaux et une réduction des eaux de chaleur urbaines. Conserver et mettre en valeur les milieux naturels, bien entendu. Ça, de toute façon, c'est en conformité aussi avec le schéma d'aménagement. Puis adopter un plan de réduction des émissions de carbone. Bon, chaque action a ses cibles, comme vous les voyez en parenthèse. Troisième objectif, ça concerne la mobilité. Donc, rendre la mobilité durable plus accessible et sécuritaire. Il y a une action de mettre en œuvre l'interconnexion du réseau cyclable tout en améliorant son attractivité et sa sécurité. Deuxième action, favoriser et améliorer les déplacements piétons dans chacun des périmètres urbains. Donc, tout ce qui est déplacement vélo, déplacement piéton aussi. Et la troisième action concerne le transport collectif. C'est soutenir le renforcement du transport collectif et la mise en place de solutions en partage et électrique. Ça fait aussi un lien avec le deuxième objectif, d'avoir des solutions de déplacement qui sont partagées, là, comme l'auto, c'est une solution de partage, là, ou du vélo en partage, c'est ce genre de choses-là, et électrique. Quatrième objectif, c'est de mettre en valeur le patrimoine et les attraits du territoire, avec comme action de valoriser le patrimoine bâti et le paysage.
Ça passe par différents styles qui viennent préciser de cette action-là. Intégrer les projets au paysage des loyaux villageois, très important parce que, par exemple, l'ajout de logements dans un secteur, il y a une intégration architecturale. Si ce secteur est ancien, on veut aussi s'intégrer au paysage ancien des loyaux villageois. Aménager de nouveaux accès aux cours d'eau et aux fleuves et valoriser ceux qui sont existants. Pour le quatrième objectif. Le cinquième objectif, c'est favoriser une agriculture dynamique et de proximité, en conformité avec le schéma. Prioriser l'intégrité de la zone agricole et le développement des activités agricoles. Viabiliser la zone agricole par une occupation ciblée et bien intégrée. C'est que dans la zone agricole, il y a des. Encore un autre jargon que je vais sortir, là, il y a des îlots déstructurés. Bien, ça, c'est par des demandes à portée collective. C'est déjà prévu qu'on peut faire du résidentiel là. C'est de l'ajout d'habitants en zone agricole qui est conforme à la loi, la Commission de protection du territoire agricole. Ça permet d'ajouter des résidents dans ces secteurs-là. C'est ça qui est derrière l'action. Reconnaître et soutenir l'agriculture de proximité accessible à la population. Dans des marchés publics, c'est déjà un, mais il va y avoir un réseau plus petit à le téléphone. Sixième objectif, bonifier les services publics à la population. Comme je mentionnais, là, ce sixième objectif-là concerne vraiment plus là, les services offerts par la ville. Desservir adéquatement en infrastructure de proximité les secteurs de la ville. Assurer l'accessibilité universelle des bâtiments, des aménagements, comme par exemple les parcs, les équipements publics. Offrir des parcs agréables, diversifiés et sécuritaires pour tous, comportant des aménagements de qualité et faciles d'entretien. Puis s'assurer d'une gestion responsable de l'eau potable. Important aussi, ça c'est une autre obligation qui vient de la loi, là, de s'assurer d'avoir l'infrastructure eau qui accompagne le développement d'un territoire. Il y a aussi dans le plan d'urbanisme, pour chacun des 6 secteurs, des opportunités d'aménagement et de développement qui ont été identifiées dans le plan d'urbanisme. Donc, pour le secteur Bécancour, création d'un pôle de rassemblement au cœur de la ville, parce que c'est comme des intentions que le conseil municipal voulait présenter par secteur. Donc, un pôle de rassemblement autour de l'hôtel de ville, de la bibliothèque, l'aréna, secteur où on se trouve ce soir. Accès à la rivière Bécancour aussi, puis à la petite Floride. Mise en valeur patrimoniale de la ville Colabéro. Puis, création de milieux de vie pour l'école de la batterie. Dans le secteur gentil, potentiel touristique et événementiel autour du Moulin Michel et aussi du complexe équestre. Accès au fleuve Saint-Laurent. La création d'un lieu de rassemblement au cœur du village autour de la Laura. Et le potentiel de développement résidentiel dont on parlait tantôt, là, qui est gentil, c'est le secteur qui a le plus grand potentiel à court terme. Pour le secteur précieux centre, c'est le caractère rural et villégiature du secteur. Activités agricoles dynamiques, de proximité et agro-touristique. Potentiel de valoriser le réseau cyclable. Et présence d'équipements sportifs, on a déjà la Pop-Track qui est très populaire. Mais autour de ça, des potentiels de sentiers pédestres et des vertices. Ça, c'est des idées, il n'y a rien, pas de projet concret encore comme tel. C'est des opportunités d'aménagement pour ce secteur. Pour celui de Saint-Angèle-de-Laval, création d'un pôle écotouristique. Mise en valeur des milieux naturels et d'accès au fleuve Saint-Laurent, un potentiel de développement domiciliaire et d'aménagement de parcs, surtout avec la Laval, comme on l'a vu tantôt. Potentiel de dessert commercial et de services aussi avec l'ajout de nouveaux logements. Sainte-Gertrude, identité équestre mise de l'avant, dynamisme d'organismes tels que le Café des Trois Cloches. Potentiel résidentiel, parce qu'il y a un réserve foncière municipale, mais aussi commercial de proximité et industriel, accès au parc régional de la rivière Gentilly. Et pour le secteur Saint-Grégoire, bien piéton et cyclable entre le cœur villageois et les autres parties du secteur Saint-Grégoire, qui serait à créer, à bonifier. Mise en valeur des produits d'appel, que sont le marché Godefroy, le terrain de golf, l'histoire acadienne, le parc écologique Godefroy. Un pôle densifié qui inclut une présence significative d'aînés. Puis potentiel de sentier d'accès au fleuve de Saint-Laurent. Donc, en résumé, pour conclure la présentation, avant de passer à une période d'échange de questions,
Les éléments du plan d'urbanisme sur lesquels repose la croissance, bien sensibiliser les milieux, miser sur le développement des potentiels et bonifier la qualité de vie. C'est au cœur de la vision du Conseil. Renforcer aussi le verdissement des infrastructures innovées dans la lutte au changement climatique. D'avoir une section qui traite de changement climatique dans un plan d'urbanisme, ça commence. On n'en voit pas dans tous les plans d'urbanisme, évidemment pas dans les anciens. Là. Dans les nouveaux, là, ça commence. Là, on commence à avoir ce genre de données-là. Le Conseil municipal est d'avant-gardiste à ce niveau-là. Puis, finalement, valoriser le patrimoine historique, naturel, touristique et agricole. Voilà. Ça, on a la période des questions. Je vais aller vous poser le micro à l'avant. Puis, je vais prendre celui-ci pour vous répondre. On a aussi le Conseil municipal pour répondre à certaines de vos questions, ainsi que le service d'urbanisme, dépendamment de vos questions. Est-ce que ça vous apparaît clair comme présentation? Est-ce que vous avez appris des choses sur le domaine de l'urbanisme? Pas toujours facile. Hein? Et, oui, je comprends, c'est sûr. Mais là, ça, vous allez avoir d'autres discussions là, sur les règlements. Je pense qu'il y a des cafés-causeries. J'en ai vu un là, de planifier prochainement. Oui, c'est ça. Je voulais rappeler les dates tantôt, mais je peux le faire maintenant si tu le souhaites. C'est vrai que c'est une grosse bouchée à apprivoiser. Le plan d'urbanisme est conçu d'une manière où c'est présenté le plus possible visuellement, vulgariser les idées pour permettre de comprendre les intentions. Parce que c'est un document qui présente des visions et des intentions de développement et d'aménagement. Oui? Oui, je trouvais ça très intéressant. J'aurais aimé pouvoir l'imprimer. J'ai eu un problème avec mon imprimante. Je me suis demandé à 3 ans s'il existait des copies papier. Si c'est le cas, je serais très intéressé dans un d'ailleurs d'avoir des copies papier. Là. Oui. C'est pour il faut comprendre que c'est quand même une centaine de pages. Là, c'était la présentation très. Oui, c'est ça. Puis toujours dans notre volonté d'économiser nos ressources, ben c'est sûr qu'on n'a pas imprimé des quantités de plans d'urbanisme, mais comme on l'a annoncé lors de la première adoption, sur demande, ça nous fait vraiment plaisir de remettre des copies. Donc, peut-être laisser vos noms là, en quittant, puis... On ne rentre pas d'emblée, mais si c'est possible, si on existe, j'apprécierais d'avoir une. Il y a quelque chose que je ne me souviens pas d'avoir vu. J'avoue de l'avoir regardé assez rapidement là, à l'écran. J'ai de la difficulté des fois parce que le format, il faut zoomer, puis c'est sur quand même comme 2 pages côte à côte. Bon, j'ai trouvé ça un peu difficile à consulter pour cette raison-là. J'ai essayé de trouver des informations sur les milieux humides. Il y en a question, vous en parlez, vous l'avez comme évoqué, mais je n'ai pas vu de documentation ou de cartographie des milieux pertinents dans un plan d'urbanisme. Il me semble que oui. En zone blanche, particulièrement, des endroits susceptibles d'être développés au plan immobilier. Est-ce qu'il existe, est-ce que ce ne serait pas pertinent d'avoir une documentation, une cartographie des milieux dans ces zones-là? Dans le plan d'urbanisme, c'est le plan 4, composantes naturelles, où se trouvent cartographie, les milieux humides. Ça, on peut le remettre à l'écran. Donc, c'est l'ensemble des milieux humides selon la donnée la plus récente du ministère. Puis, présentement, en cours d'élaboration, c'est le fameux plan de conservation des milieux humides, là, dont j'oublie toujours l'acronyme, mais il est en élaboration par la MRC présentement. Donc, ça, quand ça va être déposé, sûrement qu'il va y avoir des liens à faire avec les outils d'urbanisme de la ville. C'est ça? Oui, en vert. Et que ce plan-là, il zoome là, vraiment bien. Vous pouvez voir dans le fin détail où il se trouve. Là. Juste pour les besoins de bien identifier les personnes qui posent des questions, vous vous déplacez au micro puis vous nommez, s'il vous plaît. Oui, mais là, je ne vous demande pas de répéter, là. Mais peut-être de vous identifier avant de conclure. Oui. Au micro, je peux le faire aussi.
À moins que les gens m'entendent bien. Je vais vous nommer, s'il vous plaît. Daniel Smola. Smola. Oui, ça s'appelle S-M-O-L-L-A. Moi, je suis de Saint-Angèle. Merci, monsieur. Et là, je m'excuse, j'essaie de voir en zoomant. Évidemment, est-ce qu'on voit, par exemple, sur le plateau Laval, les secteurs ou les milieux humides qui pourraient être impactés par un développement immobilier? Est-ce que c'est suffisamment précis pour Oui, on les voit avec le périmètre urbain là, Oui. qui est en haut là, de la carte. Fait que vous voyez les milieux humides qui sont autour. Ah, d'accord. Et ça, par rapport à cette question-là, ça va en faire, parce qu'on entend beaucoup parler, est-ce que c'est un paramètre qui va être considéré dans le développement immobilier sur le plateau Laval et jusqu'à quel point, qu'est-ce qui va être fait par rapport à ça? Mais, oui, effectivement, il faut que ça soit considéré dans le cadre des projets. Et il y a aussi là, des méthodes de compensation qui sont possibles aussi de faire. Comme par exemple? Peut-être que le service urbaniste peut compléter. Dans un développement résidentiel, la première étape, c'est de faire une étude de caractérisation des sites haute-flore humides pour connaître les contraintes du terrain. Ça, c'est la carte qui vient de Canard illimité. C'est la carte que le ministère se sert. C'est général. C'est pas parce qu'il en identifie un qu'il est là vraiment, et c'est pas parce qu'il n'y en a pas d'identifié qu'il n'y en a pas réellement. C'est vraiment l'étude par les biologistes sur le terrain qui vont caractériser avant le développement, avant de faire nos relevés topographiques, avant de dessiner les rues. Il faut les éviter. Si on n'est pas capable de les éviter, il faut les compenser ou les recréer ailleurs. Merci beaucoup. Oui, merci. Prochaine question, oui, vous identifiez, vous commencez? Oui, René Morissette, Saint-Grégoire. Moi, vous avez parlé d'îlots déstructurés. Comment c'est analysé, ça? Les îlots déstructurés? Oui, ce qu'on peut faire avec ça, parce que vous avez dit qu'il faut se bâtir là-dessus. C'est très circonscrit là, sur le territoire. C'est le plan 3. On peut peut-être le mettre à l'écran. Il y a eu, il y a de ça quelques années, et les MRC devaient faire des demandes d'apportée collective. Donc, d'identifier sur leur territoire les secteurs où il y avait des concentrations d'habitation en zone agricole, où c'était peut-être qu'il restait quelques terrains construisibles et qui ont fait une demande en bloc là, auprès de la commission, la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole. Et à ce moment-là, ils ont déterminé des zones où c'est possible de venir ajouter quelques maisons, mais actuellement, dans les îlots déstructurés, on ne parle pas de beaucoup là, par îlot, juste quelques habitations qui peuvent s'ajouter. Mais l'autorisation est comme donnée d'emblée par la CPTAQ. Il n'y a pas d'autorisation à aller chercher supplémentaire. Et si ça lui de structurer déjà, là, parce que si je recule un peu, il y avait un chemin de fer chez nous, là. Je parle de chez nous, là. Un chemin de fer, dépasser le chemin de fer jusqu'à la rivière Marguerite, c'était un îlot déstructuré, tout ça. Parce qu'il y avait des commerces, il y avait un cultivateur qui ne l'est plus, puis des maisons, jusque-là. Déjà, il est déstructuré. C'est parce que moi, j'ai appelé à l'hôtel de ville il y a 4-5 mois, on avait des demandes. Puis, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un îlot déstructuré? Chez nous. C'est pas compliqué. Je fallait voir sur le plan s'il est vraiment identifié îlot, structuré, je ne le vois pas. Je peux répondre. Le boulevard des Acadiens, la sortie en concordance avec le schéma d'aménagement, votre îlot déstructuré, les seuls usages qui sont permis sans l'autorisation de la commission, c'est l'ajout de résidence unifamiliale à structurer. Oui. On perd les usages sur ça. En concordance avec le schéma d'aménagement. Madame Laterral l'a expliqué tantôt, il y a les orientations, il y a le schéma, le plan d'urbanisme. Maintenant, on est obligé d'être en concordance avec le schéma. Et dans le schéma, les seuls usages prévus dans un îlot déstructuré, c'est les résidences unifamiliales structurées. Oui, c'est ça.
Ça dépend du règlement de lotissement à ce moment-là. Il faudrait voir votre terrain exactement combien de fois il peut être. On va se faire une rencontre pour regarder votre trilo exactement. Ça me ferait plaisir. Merci de votre question. C'est très précis comme question. Je voudrais féliciter M. Lamotte, c'est notre représentant dans Saint-Grégoire. Merci. Ben, toute la gang, en fait. Merci. Oui, prochaine question. La madame était debout. Ah, il faut le dire. Vous pouvez vous présenter. Kate Lepin, citoyenne du secteur Saint-Grégoire. En fait, moi, c'est la première fois que je consulte attentivement un plan comme celui-ci. J'avais une petite question. C'était les plans qui sont inclus. Toutes les délimitations des différentes zones rurales, urbaines, bon, je ne les nomme pas tous, mais bref, est-ce que c'est des zones qui sont figées ou pourraient être appelées à modifier pour réussir à atteindre vos cibles et vos actions? Ça, c'est les affectations du sol, là, le plan 3, encore une fois. C'est le micro fonctionne. Les limites des affectations, c'est assez fixe par rapport au schéma d'aménagement. On peut toujours modifier un schéma d'aménagement, mais ça, c'est un long processus, puis il faut être conforme aux orientations gouvernementales. Donc, ça prend l'accord du ministère des Affaires municipales. Donc, ma question qui en découle, c'est est-ce que je peux me réveiller un matin, puis que je vais apprendre de façon, je ne sais pas trop comment, que finalement, chez nous, mon zonage a changé sans être officiellement consulté, ou il y a un processus qui vient avec ça qui va faire que je n'apprendrai pas dans le journal que c'est fait et que j'ai changé de zonage? Il y a un processus qui est prévu par la loi, effectivement. Là, s'il y a une modification aux usages là, dans le règlement du zonage, il y a un avis public qui va être fait, il y a des consultations, il y a même possibilité de référendum sur ces questions. Donc, ça sous-entend qu'il faut que je sois assidue dans la lecture de tous les avis publics. C'est ma responsabilité citoyenne de voir ça conflit. Oui, c'est le mécanisme, là. C'est la façon de procéder pour surveiller les avis publics. Vous pouvez vous abonner à une infolettre, donc ça évite d'éplucher tous les journaux. Là. Dans le fond, tu dis question, commentaire, quand vous dites dans votre document, consolidation des zones commerciales et industrielles en bordure de la 55, est-ce que il y a, c'est sûr que ça implique quoi, consolidation? Est-ce que ça peut être comme un agrandissement de ces zones-là? Est-ce que ça peut, à la limite, même inclure de légitimer d'officialiser des fonctionnements actuels qui sont problématiques, mais de les rendre conformes? Dans l'affectation urbaine, j'ai l'impression que le micro ne fonctionne pas. Je crois que c'est oublié. Je vais arrêter de parler. Dans l'affectation urbaine, le long de la 55, dans le secteur Saint-Grégoire, il y a intention de venir consolider ce qui est commercial, qui est présent, puis j'imagine aussi bonifier là, dans les... Oui, c'est ça, à côté du village. Aussi de Bénigard. Parfait. C'était ma question. Et sinon, peut-être même si je n'habite pas de ce côté-là, peut-être une petite préoccupation pour les citoyens que je ne connais pas tous, mais parce que je voyais qu'il y avait quand même le souci dans vos enjeux de tenir compte de l'établissement l'établissement ou la consolidation, je ne sais plus le terme utilisé, mais qu'il est question de tenir compte du bruit que ça l'occasionne. Moi, je voulais juste amener peut-être le point de vigilance que le bruit est à tenir compte, pas juste pour où que ça se développe, mais le chemin entre le lieu de développement et l'accès à l'autoroute. Et ces gens-là, les employés, peu importe, en fonction de leurs heures de fonctionnement, utilisent le réseau routier du village. Donc, s'ils ne sont pas directement collés sur l'autoroute, l'impact que ça peut avoir au niveau du bruit, pas juste sur le lieu, que ça va se développer, mais bien dans l'ensemble du réseau routier à toute heure du jour et de la nuit. C'est mon seul point que je vais apporter au conseil.
Ouais, merci du commentaire. Puis ça fait partie justement des intentions dans le plan d'urbanisme, tu sais, cette meilleure cohabitation aux zones tampons là, dans les sites qui se retrouvent dans le plan d'action et dans les questions. Et que ça va être pris en compte dans la révision du règlement de zonage. Puis, dernière question, je suis désolée. Parler, bon, là, ça commence par le plan d'urbanisme. Après ça, ça découle au niveau des règlements de la municipalité et tout ça. Donc, j'en conclus que faut rester à l'affût de ça aussi, parce qu'ultimement, je pourrais ne pas changer de zonage, mais des règlements municipaux pourraient être modifiés et avoir un impact sur l'utilisation de mon zonage actuel. Est-ce que ma compréhension est exacte? Oui, le règlement de zonage, là, il s'applique directement aux citoyens. Puis, il est resté à l'affût. Il est en cours de révision. Vous pourriez Merci beaucoup. en parler. Merci. Bonjour. Ça fonctionne? Oui. Bon, mon nom est René Bédouet. Savez-vous que je trouve qu'il y a une grosse étude qui est faite. Et moi, j'ai arrêté, je vais reculer en arrière. En ce sens, en 1984, vous étiez peut-être pour compte quelques-uns avant, mais très, très bas. En 1984, la Banque Royale a fait une étude sur Nicolette et Bécancour. Et en réalité, ils sont arrivés à trouver que le seul endroit en Amérique du Nord qui n'était pas développé, en réalité, en banlieue d'une ville, c'était Bécancour. Donc, automatiquement, la banlieue de Trois-Rivières a été Saint-Grégoire, la ville de Bécancour. Puis 40 ans plus tard, on se ramasse qu'on n'a pas grand-chose. Hein? Donc, moi, je regardais ce que vous venez de présenter et vous dites qu'on travaille pour les 10 à 20 prochaines années. Je trouve qu'il n'y a absolument rien sur Saint-Grégoire. On fait diriger les gens où ce que les gens ne veulent pas aller. Et moi, en fait, ça fait 43 ans que je fais du développement, puis j'en ai fait dans plusieurs municipalités, dans plusieurs projets, puis je me pose une question en étant de savoir exactement où est-ce que vous en allez. Dans les chiffres que vous avez sortis, là, en réalité, au lieu d'arriver à 17 000 personnes en 2027, moi, si je prends votre modèle de calcul, j'arrive à 19 000. Ça fait calculer 2,2, puis vous pensez d'avoir 50 des gens, et ainsi de suite. Quand vous faites votre calcul au bout, ça arrive à 19 000. Et donc, c'est pour ça. Puis, en ce sens, moi, j'aimerais qu'on se penche sérieusement sur la question, alors du sport, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que là, dans le fond, on va envoyer tout le monde à Saint-Angèle, donc, puis tout le monde à Gentilly. Mais les gens là, qui arrivent de l'extérieur, ils ne veulent pas aller là. C'est le troisième choix. Donc, pensez-y sérieusement. Alors, ça, on vous a rempli, vous allez ramasser des graines d'oiseaux comme tous vos prédécesseurs ont ramassé des graines d'oiseaux. Écrivez ça parce que moi, toutes les études qui sont faites depuis la formation de la ville de Bécancour, là, je peux toutes vous les fournir, je les ai toutes chez nous. J'ai à peu près ça des pertes d'exportation. Puis arrêtez, on s'en dit, vous étiez très, très jeune à l'époque, même pour moi autour de la table. Mais j'ai ça, j'ai 73 ans, j'ai tout cassé à brûler. Parce que ma première propriété que j'ai achetée à Bécancour, c'était à Gentilly. Ma deuxième, c'est ma maison. Puis après ça, j'en ai acheté plusieurs autres. Puis on nous a donné à faire, on a du chemin à faire. Parfait. Merci de votre commentaire, M. Birbuy. Je voulais juste peut-être faire une suggestion, ou peut-être même que c'est déjà pris, je ne sais pas. Et, je voyais qu'il y avait, on parlait du développement résilient au changement climatique. Il y avait une série d'objectifs où il y a plantation d'arbres, il y avait peut-être autre chose aussi, mais je me suis demandé l'installation de bornes de recharge. Je sais qu'il y en a un certain nombre, mais considérant l'apport très important de la ville, développement des batteries, l'électrification des transports, puis là, les batteries, est-ce que ce serait pas pertinent de demander est-ce qu'il y en ait plus dans la ville, pour devenir un peu le cœur
pour l'explication des questions de la province. Oui, l'objectif 3 sur la mobilité, c'est pour ça que ça s'appelle mobilité durable, sécuritaire et accessible. Là, dans la mobilité durable, justement, il y a des cibles qui visent l'électrification, donc ça fait partie des intentions aussi. Donc, les bords de rechange en font partie. C'est même une action directement. Oui, c'est un bon fait dans le c'est d'accord. J'ai vu ça assez rapide. Merci beaucoup. Merci. Pour ça, tu peux regarder pour le oui. Sans surprise. Bonsoir tout le monde, Bernard Duchesneau, j'anticipe. Pour vous, Madame, une précision dans le contenu du plan d'urbanisme. Est-ce qu'on retrouve dans le plan d'urbanisme ou est-ce qu'on a utilisé ces données-là, à savoir le pourcentage du patrimoine forestier qu'on retrouve sur la grandeur de la superficie de la ville, parce qu'on voit présentement pour les besoins de la filière batterie, on a abattu plusieurs arbres. Pour certains développements, si on prend Saint-Angèle, par la force des choses aussi. Donc, autant pour aider le Conseil dans le futur à prendre certaines décisions ou à adopter certains règlements pour respecter l'objectif numéro 2, qui est le combat du climat puis l'avertissement. Est-ce que cette donnée-là se retrouve ou pourrait ou a été consultée pour justement avoir des idées pour le futur, même le présent? Je m'en souviens plus par cœur. Il y a une cible par rapport à la canopée. Oui. Et ça doit être dans... Simplement, au niveau de ce qu'on retrouve comme forêt à la grandeur de notre territoire. Car on sait qu'au niveau provincial, il y a certains pourcentages respectés. C'est l'action 2.1 dans encadrer l'abattage et la plantation d'arbres. Il y a une cible qui vise, excusez, je vais la misère à voir, mesurer, parce que c'est ça, l'indice de canopée, on n'a pas la donnée présentement, fait que la cible, c'est de la mesurer. Okay. Mesurer l'indice de canopée des quartiers existants de la ville de Bécancour et viser une augmentation du pourcentage d'ici 10 ans. Et bien, le temps, s'il y a de la plantation d'arbres aux arbres de poussée, et pouvoir mesurer la canopée. Mais ça, c'est le couvert. OK, donc on peut faire une déduction simple, c'est qu'il y a eu des autorisations de déboisement pour des projets X, soit économiques ou résidentiels, puis on n'avait pas cette donnée-là. Là, on va aller chercher cette donnée-là pour guider le futur. Oui. Est-ce que c'est ce que je dois en déduire? Oui. OK. La dernière question, toujours en relation à ce que vous avez mentionné, mais je vais la poser plus au conseil, à Mme la mairesse, si elle peut répondre, ou M. le DG. Il y a déjà une politique de l'arbre. Par le passé, j'avais demandé une précision à l'ancienne administration. On avait fait référence que c'était une politique, ça n'avait pas le poids d'un règlement. On vient d'adopter une charte du développement durable et tout ça. Est-ce que cette charte-là, c'est la jumelle de la politique de l'arbre ou c'est un premier élément qui pourrait mener à l'adoption de règlements dans le plan d'urbanisme pour encadrer tout ce qui pourrait être développement, etc. Vous avez posé la question et vous lui avez répondu. Je vais vous simplifier la tâche. Très bien, M. Duchesneau. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Il y a d'autres interventions? Bonjour, alors Claude Fournier de Saint-Grégoire. Puis de Saint-Grégoire, j'ai parlé des terrains qu'il faut bâtir. Mais il y a un domaine qu'on ne parle pas souvent, c'est le domaine du Val. C'est-tu un domaine, est-ce que la ville qu'on laisse à nous connaître ou on continue à vivre avec le domaine du Val et Carrefour, je ne sais pas. Il est particulier. On a entendu parler, on sait que ça s'appelle Saint-Grégoire. Il est identifié comme étant un périmètre urbain secondaire, mais sa particularité, puis là, je sais que je sois bien sûre de me répondre, c'est un îlot déstructuré. C'est un îlot déstructuré, mais c'est debout aussi un périmètre urbain secondaire. Mais il est presque entièrement construit ou entièrement construit. Il reste peut-être 2 terrains. Ça? Alors, je ne sais pas, moi, je pense qu'il y a pas du domaine du Val, parce que je peux le renseignement personnel. Ça reste un autre un peu plus loin qui n'est pas là, effectivement.
on en parle dans les fiches qui décrivent chacun des périmètres urbains à la fin du plan d'urbanisme. Puis sinon, ben, les grands objectifs, tout ça, ça s'applique aussi au domaine ça. Merci. On a le droit à une deuxième question. Une question. Moi, j'aimerais savoir, justement, là, 570 logements à Saint-Grégoire, à quelle place vous mettez? Ah, Puis-vous répondre? À l'intérieur du périmètre urbain. Bonne réponse. j'aimerais que M. Bailly me fournisse la liste dans les studios. Autour de 55 garons. Non, mais j'aimerais ça, Mme Lavelle, j'aimerais ça qu'il me fournisse la liste, parce que dans le passé, là, son prédécesseur, il a fourni des chiffres faux à la CPTOQ en disant qu'il y avait 250 terrains à Saint-Grégoire, alors qu'il y en avait seulement 23. Donc, j'aimerais que M. Bailly me fournisse des endroits où je pourrais mettre les 570 km. OK? OK. Correct. On a vu gagner du secteur Saint-Grégoire. Moi, premièrement, j'ai mis votre plan d'urbanisme. Je l'avais construit à la maison. Puis je trouve que c'est des belles visions. C'est sûr, c'est à long terme. Et quand même, je trouve que c'est intéressant. Mais j'avais quand même un souci par rapport à votre objectif qui est le numéro 3e, rendre la mobilité durable, accessible et sécuritaire. Avec le développement de la filière à Bécancour, c'est sûr que ça va être de circulation. Puis j'avais ce souci-là d'assurer que cet objectif-là, je trouve que c'est un gros défi. Puis déjà, je trouve qu'il y a un écart, une petite creuse par rapport à ce qu'on connaissait. On parle de certains beaux paysages, le coin du lac Saint-Paul, un chemin ancien, qui ont un beau patrimoine. Maintenant, c'est très achalandé et non sécuritaire. Je vais juste mentionner que vraiment, on partage tout à fait votre commentaire. Puis, c'est quelque chose pour lequel on est vraiment très vigilant, puis pour lesquels on va entreprendre des actions dans la mesure de ce qu'on peut faire. Mais oui, on est très, très préoccupés aussi, de la même façon. Chambre de commerce du secteur Saint-Grégoire. J'ai une question à savoir dans le plan d'urbanisme, est-ce qu'il y a des endroits précis où des constructeurs de condos sont les bienvenus? Okay. Dans le plan d'urbanisme? Dans le plan d'urbanisme. Ben, c'est très difficile de trouver, j'en connais un. Je veux faire élaborer sur le sujet. Et je suis activement à la recherche de terrain. Et j'aimerais tellement voir un guide qui me dit, là, c'est disponible. Maintenant, il me reste à négocier avec le propriétaire. Et dans ce contexte-là, permettez-moi, excusez, l'histoire de la ville est tellement magnifique. On est longé par le fleuve Saint-Laurent. Des condos locatifs seraient merveilleusement bien acceptés à Bécancour, dans la ville de Bécancour, avec un environnement de qualité. Et nous éviter le plus possible d'être logés près des maisons unifamiliales. Je comprends ces propriétaires qui ont droit à une discrétion, à une intimité. Alors, le condo, il faut le placer à un endroit approprié. Ça, c'est ma préoccupation. Et ça serait un actif merveilleux pour la ville de Bécancour. Et sur ça, je me tais. Je vous écoute. Le plan d'urbanisme ne l'interdit pas, même que il y a l'intention dans le plan d'urbanisme d'avoir plus de logements diversifiés aussi, s'adresser à diverses clientèles. Pour répondre précisément à votre question, c'est le plan de zonage qui va y répondre. Parce que le plan de zonage, il vient découper les périmètres urbains en zones dans lesquelles il vient dire cette zone-là, c'est juste de l'unifamilial. Celle-là, c'est du 2 logements par bâtiment. Celle-là, on veut plus de logements par bâtiment. C'est le règlement de zonage qui va venir dire par zone qu'est-ce qui est autorisé. Par exemple, du 6 à 8 étages. Oui. Pas l'endroit que je n'ai pas mentionné tantôt, mais que tout le monde connaît. Est-ce qu'il y a autre endroit? Répétez votre question, je n'ai pas compris. Je suis arrivée. Pardon? Monsieur parlait, je n'ai pas compris votre question. Non, mais est-ce qu'il y a des endroits où construire des immeubles de 6 à 8 étages? Imaginez les retombées pour Bécancour. Et ça répond à une demande.
il y a des propriétaires dans divers secteurs de la ville qui souhaitent vendre leur propriété pour se loger dans un type de logement de cette qualité-là, pour terminer leur jour. D'accord? C'est décourageant, c'est même frustrant. Le plan d'urbanisme n'est pas, va pas à l'encontre de tout ça, même que les intentions sont dans le même sens. Ça va se préciser dans le règlement de zonage pour savoir à quel endroit c'est possible de faire des bâtiments qui ont 4, 6, 8 logements. C'est au zonage que ça se passe. Je vais me retourner vers les cerveaux du service d'urbanisme. Vous pouvez nous contacter, on pourra en discuter, regarder tous les terrains vacants disponibles à l'intérieur des périmètres urbains. On doit le Oui, c'est disponible sur Internet, mais on pourra le faire ensemble dans une heure. pour prendre rendez-vous. Oui, ça se fait dans environ. On fait le tour de la ville à l'intérieur des périmètres urbains. Ça répond à ma demande et souhaitons une réalisation. Merci. Bonjour, André Trudel, Saint-Grégoire. Ma question, c'est que c'est un plan d'urbanisme pour Bécancour, dans le fond, mais est-ce qu'on tient compte des endroits à côté comme Nicolette, par exemple? Ma tristesse, c'est qu'il n'y a pas de piste cyclable qui part de Saint-Grégoire vers Nicolette dans l'ancienne voie Perret. Je trouve que ça fait tellement une belle place pour communiquer les deux municipalités. Et ça, c'est le travail d'un schéma d'aménagement, justement, à l'échelle régionale, de prévoir ces liaisons cyclables-là. Je ne connais pas par cœur le schéma, mais il y a peut-être déjà une intention à ce niveau-là pour que, justement, ça communique. Et il se termine à la limite de Saint-Grégoire et Nicolette. Oui, en plus, c'est vrai. Ouais. C'est de MRC à MRC. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je vous laisse le mot de la fin. Vraiment un grand merci de votre présence et de vos commentaires. Ils ont tous été pris en note. Les rencontres sont déjà sur l'agenda du service d'urbanisme, j'imagine, qui vont tomber prochainement. Je profite de l'occasion pour vous rappeler parce que oui, on est dans la consultation publique par rapport à l'adoption du plan d'urbanisme, mais souvenez-vous aussi qu'on est aussi en rencontre citoyenne là, par rapport à tout ce qui se passe actuellement comme croissance au sein de notre territoire. On a fait des séances d'information le 11 avril dernier. Là, on est rendu à faire nos cafés-causeries dans chacun des secteurs. Donc, le premier café-causerie va se tenir à Gentilly le samedi 11 mai prochain en avant-midi. Donc, vraiment, je vous invite à y participer, à vous inscrire aussi parce que nous, ça nous aide à avoir une meilleure idée du nombre de personnes qu'on doit accueillir et préparer la salle, les documents en conséquence. Ensuite, les prochains cafés déjà, dont la date est déjà connue, c'est à Saint-Angèle le 25 mai. Et à Sainte-Gertrude le 15 juin. Donc, ça, c'est les 3 secteurs que nous ferons avant la période estivale. Et en septembre, on reprend avec les 3 autres secteurs, c'est-à-dire Saint-Grégoire, Précieux-Sang et Bécancour. Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment important pour nous là, que les citoyens de chacun des secteurs concernés puissent y participer. Sinon, ben, je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Puis, voilà, venir ici à l'Hôtel de Ville en séance publique, ben, c'est une habitude à prendre. Donc, pour les nouvelles personnes qui sont venues ce soir, ben, merci de votre participation, puis vous êtes toujours les bienvenus. Pour nos personnes régulières, ben, on vous retrouve lundi prochain, fidèle au poste, pour notre séance publique régulière. Donc, merci beaucoup.